Les experts basket saison 3, épisode 14. Bienvenue sur Monaco Info, installez-vous bien, on est très heureux de vous retrouver comme chaque quinzaine en compagnie d'un homme grand par la taille, mais pas seulement, aussi par la qualité de ses analyses basket. Bonjour Ali Traoré. Bonjour. Tout va bien en ce lundi? Très très bien, j'en ai un peu assez de ce temps absolument ignoble, mais sinon ça va. Bon du coup on va attaquer tout de suite pour vous faire plaisir par la première chronique de cette émission, le débrief. 4 matchs cette quinzaine, mon cher Ali, à débriefer. C'était pas foufou cette quinzaine avec 3 défaites donc en 4 matchs pour la Roca Team. Commençons par une nouvelle opportunité de titre qui s'est envolée après la Leaders Cup. Monaco a encore perdu, j'ai envie de dire, face au Mans, ce coup-ci 102 à 99 et laisse donc s'envoler la Coupe de France. Et oui, le Mans qui est maintenant officiellement la bête noire de la Roca Team. 102 points, voilà. Est-ce qu'on a besoin de parler plus quand on voit les vrais problèmes défensifs que cette équipe a? 102 points, on l'a dit donc en Coupe de France, 104 en Leaders Cup encaissés déjà face au Mans. C'est quoi le problème face au MSB? C'est pas Golden State pourtant? Bon, après, c'est une équipe qui a un mauvais match-up pour Monaco avec beaucoup de joueurs, des gros shooters déjà aussi, et des joueurs versatiles qui sont des petits intérieurs vifs. Willy Guetté. Voilà, Willy Guetté par exemple, ou William Snaras, qui pose vraiment des problèmes aux intérieurs monégasques, malgré l'arrivée de Daniel Theis, mais bon après il peut pas tout faire tout seul, le pauvre. Donc clairement c'est un match-up très très défavorable pour la Roca Team. Maintenant je me dis j'espère qu'on les jouera pas en play-off. Quand on est Monaco justement, qu'on fait 0-2 sur les coupes nationales, fini la Leaders Cup, fini la Coupe de France, c'est déjà un demi-échec cette saison, même si bien sûr c'était pas l'objectif majeur. Bien sûr, mais après je pense que quand on est Monaco, l'objectif ça doit être de gagner tous les trophées. Et là, ça fait tâche d'en avoir raté déjà 2. Maintenant, pour pas sauver la saison, mais dire que pour que la saison soit une réussite, clairement il faut être champion de France et il faut au moins aller au Final Four de l'Euroleague pour moi. Avant de parler de l'Euroleague, juste un petit stat sur ce match, sur l'adresse, 16 sur 26 pour Le Mans à 3 points. Vous l'avez dit, des équipes qui shootent, et petite satisfaction côté monégasque, c'est le 24 points à 9 sur 9 au tir pour Mame Diaité, 100%. Oui, toujours intéressant de voir Mame Diaité à ce niveau. C'est quelqu'un qui apporte pas mal du jeu de haut panier, de l'adresse. Et écoutez, ça fait toujours plaisir de voir Mame briller, même si malheureusement ça n'a pas apporté de victoire à la Roca Team. Parlons de l'Euroleague cette fois-ci, d'une autre défaite qui fait un petit peu tâche, c'était du côté de Belgrade face au Maccabi Tel Aviv, qui était avant-dernier du classement lors de cette rencontre-là. Une défaite 91 à 88, Monaco avait les clés du match et bien un petit peu tout gâché dans le Money Time. Oui, de toute façon on l'a vu, cette année Monaco n'est pas bon du tout dans le Money Time. À noter aussi la blessure de Daniel Theis qui a fait beaucoup de mal, à partir du moment où il est sorti, c'est là qu'on a vu que ça allait mal. Donc clairement cette défaite est fait tâche, en sachant que le Maccabi, ils ont une saison incroyablement chaotique, ils ne jouent même pas à domicile, ils ont changé 455 000 fois de joueurs, donc clairement c'est une victoire, c'est une défaite qui peut faire plutôt mal au classement à la fin de la saison. Monaco qui menait de 6 points à 1 minute 52 du buzzer final, et puis on termine avec ce 0-4 au tir, un ballon perdu, 2 lancers francs ratés. Vous l'avez dit, ça commence à faire beaucoup dans le Money Time. C'est quoi le problème au final? Disons qu'on a des joueurs qui ont les défauts de leur qualité, des joueurs comme Mike James, des joueurs comme Eli Okobo, qui sont extrêmement talentueux, mais on va dire que quand c'est le moment d'être un peu lucide, il peut y avoir des soucis. Et Nick Calates, qui était censé être l'élément stabilisateur dans ce jeu, avec tous ces joueurs un petit peu foufous, malheureusement cette année, Nick Calates, on n'a pas beaucoup vu. Oui, non, toujours des petits pépins au niveau du genou. Monaco devait réagir, Ali, et l'a fait brillamment ce coup-ci face à une équipe du très haut de tableau, le Fener, qui était deuxième, avec donc ce succès 91 à 82. Je sais que vous adorez parler anglais, tous les joueurs l'ont dit avant ce match, c'était un must-win. Il fallait vraiment le prendre, celui-là. Il fallait absolument le prendre dans l'optique des playoffs. J'ai envie de dire dans l'optique du top 4, mais aussi dans l'optique des playoffs, parce qu'on sait que, encore une fois, l'Euroleague c'est très très serré, et il ne faut pas enchaîner trop de défaites, parce que vous pouvez très vite vous retrouver carrément dans la série des play-in. C'était un match absolument à gagner, et même maintenant il y a une espèce d'histoire entre Monaco et Fenerbahçe, quand on se souvient de cette série de playoffs de feu. Donc clairement, il y avait l'intensité, et Fenerbahçe a fini à 82 points. 2 points de plus que la stat victorieuse de Monaco. Mais c'était un match vraiment intéressant pour Monaco. C'est un match à répliquer le plus possible.
Pourtant, ça a été compliqué. 28 points encaissés dans le premier quart-temps, avec un McCollum en feu, et puis Monaco a petit à petit su hausser son niveau de jeu, notamment en défense. Oui, la fameuse inconstance, les gars, cette saison, hein, que ce soit défensivement ou même dans la concentration, on l'a vu, hein, dès le premier quart-temps, Fenerbahçe chutait bien. Ouais. Chutait bien, et chutait de façon un peu trop à l'aise. Il n'y avait pas assez de contact. Hein. Comme on dit défensivement, il faut d'abord mettre des contacts. Hein. Et à partir du moment où Monaco s'est mis dans le rythme et a commencé à toucher un peu les joueurs, et ben là, l'adresse de Fenerbahçe a beaucoup plus baissé. Donc c'est clairement quelque chose à réitérer dans les prochains matchs. Mike James aussi, 29 points en mode patron, et puis 2 tirs clutch à 3 points, 2 gros tirs pour sceller la victoire. Oui, bien sûr. Au début, il m'a fait peur parce qu'il était un peu trop agressif à mon goût. Ça se voit qu'il avait envie de montrer certaines choses face à Fenerbahçe. Et puis finalement, il est rentré dans son rôle, dans le rôle dans lequel il est le meilleur, c'est-à-dire scoreur, distribueur. Il finit à 6 passes décisives aussi. Donc il a fait un très très gros match. Il nous reste 4 rencontres à jouer avant la fin de saison régulière à Lille. Une victoire d'avance seulement sur le 8e. On l'a dit, c'est très très serré dans cette zone de play-off. Demain soir, le match contre le Žalgiris Kaunas, c'est encore une fois, on se répète, mais un must-win, il faut aussi le prendre celui-là. Ah oui, absolument. Là, surtout face à une équipe comme Kaunas, faut pas rigoler. On l'a dit, il faut les playoffs. Je répète encore une fois, il faut absolument l'avantage du terrain en playoffs. Même si l'année dernière, ça n'a pas marché. Finalement, Fenerbahçe s'est imposé au match 5 ici. Mais ça facilite grandement les choses dans l'optique du Final Four. Donc, j'ai envie de dire, les 4 derniers matchs, c'est des finales. Hein. Voilà, c'est un peu bateau ce que je dis, mais il y a 4 finales à jouer dans l'optique des playoffs. Dernier match à débriefer à Lille, c'était un match de championnat hier soir à Gaston Médecin, face à l'ennemi juré du championnat, enfin peut-être l'ancien ennemi juré, parce que maintenant il y a une rivalité avec Paris. Tout à fait. L'Asvel, et ça s'est encore une fois mal passé, défaite 94 à 86. Oui. Monaco a dominé et mené tout le match, hein, jusqu'à ce que, si je ne m'abuse, il y ait un -2. Oui, -2, -3 dans le Money Time. Jusqu'à un -2, -3 dans le Money Time, et puis finalement, il y a eu pas mal de shoots ratés. Des petites balles perdues. 4 sur 22 à 3 points. Voilà, des petits oublis défensifs aussi, qui ont fait que l'Asvel ont pu finir, malgré le fait qu'ils ont perdu Geoffrey Lauvergne sur blessure, et qu'ils avaient des problèmes de faute, ils ont finalement réussi à gagner le match. Un petit cocorico, même si c'était dans les rangs adverses, Théo Malédon qui confirme sa saison vraiment 5 étoiles avec 27 points encore une fois et une très belle adresse longue distance. Ah oui, Théo Malédon, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise ? Nouveau joueur depuis qu'il est rentré des États-Unis. Bien sûr, ça lui a fait du bien, son petit voyage aux États-Unis. On sait qu'on ne la gardera pas longtemps dans notre championnat, il est très convoité, mais effectivement, d'avoir un joueur de ce niveau-là dans notre championnat, en plus un joueur français, c'est beau. Exemple à suivre peut-être pour Kylian Hayes, qui lui aussi galère un petit peu du côté des États-Unis et qui pourrait peut-être revenir en Europe la saison prochaine. Ça pourrait être un bon move pour lui. C'est pas le même type de joueur, donc je ne sais pas trop l'impact qu'il pourrait avoir en Europe. À voir. Il faudrait qu'il améliore notamment son efficacité au tir longue distance. On sait c'est ce qui pêche pour lui, Kylian Hayes. Pour l'instant, dans son jeu, voilà ce que l'on pouvait dire sur ce débrief. On passe tout de suite à la chronique que vous attendez tous, bien sûr, le point d'Ali. Ali, nous allons analyser un petit peu la Roca Team ancienne version Obradovic à la Roca Team nouvelle version, la Roca Team Spanoulis. Ça fait désormais presque 4 mois que le technicien grec est arrivé du côté de Monaco. Je vais vous donner quelques statistiques pour justement essayer de comprendre ce qui a changé, ce qu'il y a de mieux ou pas, si vous le voulez bien. On commence déjà par les statistiques factuelles en termes de victoires-défaites. Le bilan est de 11 victoires, 8 défaites en Euroleague. Du coup, pour Vassilis Spanoulis, c'était 6 victoires et 4 défaites pour l'ère Obradovic. Et en termes de points marqués encaissés, 87,7 points marqués sous l'ère Spanoulis, 84,3 encaissés. Et là, les deux chiffres sont en baisse à l'époque pour Obradovic, c'était 82,9 points marqués, mais 79,6 points encaissés. Oui. Du coup, qu'est-ce qui a changé ? Est-ce que ce changement de coach a été bénéfique pour la Roca Team ? Du coup, si je comprends bien par rapport au stade, ça marque plus avec Spanoulis, mais ça encaisse plus de points. Donc du coup, ça annule. Oui, ça annule l'effet. Mais clairement, défensivement, ça aurait été le problème de Monaco. Par exemple, les 5 derniers matchs avant le match de Fenerbahçe, Monaco encaissait 85 points par match, ce qui est beaucoup trop. Il faut en encaisser les points qu'encaissait l'équipe menée par Sacha Obradovic, c'est-à-dire moins de 80. Donc de toute façon, en attaque, ça va. Il y a tellement de talent, il y a tellement de versatilité dans l'équipe, il n'y a pas de souci. Mais clairement, l'endroit où il faut mettre
Vraiment, l'accent, c'est défensivement. Alors, est-ce que individuellement, défensivement, c'est trop faible? J'ai envie je me pose un peu la question. Il y a des forts défenseurs, mais pas partout. Est-ce qu'il faut trouver un schéma défensif qui puisse cacher un peu les errances défensives de certaines? Voilà, clairement, Vassilis Spanoulis, au niveau défensif, pour moi, jusqu'à maintenant, n'a pas été à la hauteur. À son crédit, par contre, il a sorti certains joueurs de la cave, notamment. On revoit des Terry Tarpé impactants, des Mamjaité, des Peter Corneli. Ça, c'est à mettre aussi à son crédit. Oui, je trouve que c'est une très bonne chose, parce qu'il y avait des joueurs qui étaient clairement au placard, avec Sacha Obradovic, qui ne jouait jamais. Vous l'avez dit, Terry Tarpé, Peter Corneli. C'est ça d'avoir un effectif de 16 joueurs qui peuvent jouer dans n'importe quelle équipe. Et ça permet aussi de garder de la fraîcheur pour les moments les plus chauds qu'on aura dans la saison. Donc déjà, oui, à son crédit, il a réussi à impliquer beaucoup plus de joueurs dans le projet. Maintenant, la défense. Hein. Oui, parce qu'il y a un jeu plus collectif aussi, on le dit, beaucoup plus de passes décisives, oui. Mais on voit que défensivement, c'est quand même le jour et la nuit par rapport à l'époque Obradovic qui insistait quand même beaucoup plus là-dessus. Oui, bien sûr. Après, c'est aussi la configuration de coach. Hein. Sacha Obradovic était un coach très très défensif, j'en sais quelque chose, il m'a coaché. Il était très pénible avec ça. Et Vassilis Spanoulis, on sait, c'est un ancien grand joueur, c'était pas forcément un grand défenseur, mais c'était un très grand attaquant. Ce qui est d'ailleurs très contradictoire, parce qu'en général, les pires défenseurs quand ils étaient joueurs, ce sont ceux qui prennent le plus la tête en attaque quand ils deviennent coach. Mais apparemment, c'est pas le cas de Vassilis Spanoulis. Mais clairement, il y a un vrai problème d'inconstance et de défense dans cette équipe, donc à lui de trouver les clés. On juge aussi souvent les entraîneurs sur les titres, et là, il y a déjà 2 opportunités qui ont été ratées, avec et la Leaders Cup et la Coupe de France. Oui, c'est clairement problématique, hein, parce que l'armoire à trophées de Monaco n'attend qu'à être remplie de plus en plus. Donc maintenant, pour moi, cette fin de saison sera vraiment importante dans le sens où, pour moi, il faut aller chercher le Final Four de l'Euroleague, il faut aller chercher le titre de champion de France pour que la saison soit un succès. Ça, c'est vraiment primordial. Il faut absolument, forcément, quand on est double champion de France en titre, faire le free pit, comme on dit. S'il n'y a pas de titre de champion de France au bout, là, ce serait vraiment un échec. Oui, clairement. Surtout pour un effectif pareil et un club pareil. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur cette Roca Team version Spanoulis. Vous l'aurez compris, qu'on jugera un petit peu plus tard dans la saison pour faire le bilan définitif. On passe désormais à la question du jour. On l'a dit, Ali, ce n'était pas une quinzaine formidable en termes de résultats, avec 3 défaites et une seule victoire, mais on se rend compte qu'il y a déjà un joueur qui est peut-être déjà devenu indispensable, c'est l'Allemand, le champion du monde Daniel Theis, qui depuis son arrivée fait énormément de bien au secteur intérieur. Question du coup toute simple, on l'a dit, est-ce que Daniel Theis est déjà indispensable et peut-être déjà le joueur majeur de la Roca Team, le plus important devant Mike James par exemple? Alors je ne sais pas si c'est le joueur majeur, non, ça restera toujours Mike James parce qu'il a le star power, l'aura. Mais clairement, pour moi, Daniel Theis est indispensable à cette équipe. D'ailleurs, sur la quinzaine, le seul match gagné, dites-moi. Il jouait, bien sûr. Il a joué et il a été très très bon. Et quand il est sorti face au Maccabi, ils ont perdu. Exactement. Donc oui, clairement, il s'est rendu indispensable par sa versatilité offensive, défensive, par son intensité et par son QI basket. Moi, je suis impressionné par sa capacité à mettre toujours la balle au bon endroit, pour rentrer un peu dans les considérations tactiques. Vous êtes là pour ça. Voilà, sur les short rolls, c'est-à-dire quand il fait un pic et il s'arrête à peu près au niveau de la ligne des lancers francs, il est capable de trouver les passes sur les coupeurs, sur les shooters à l'opposé, ou alors sur l'autre grand. Il est capable de shooter à 3 points, de tête il a 60% à 3 points. 3 sur 5 depuis son arrivée en Euroleague, voilà. 60%. Non, vraiment, et défensivement, il fait du bien, il protège la raquette, il peut switcher, il fait des contres. Non, pour moi, vraiment, Monaco a besoin absolument de Daniel Theis pour pouvoir atteindre ses objectifs. Je vous donne ses statistiques. En Euroleague, depuis qu'il est à Monaco en 4 matchs, 18,5 d'éval, 14 points et demi à 62% au tir. On l'a dit, 60% à 3 points et 73% au lancer franc. Ajoutez à cela 6 rebonds et 1,2 contre de moyenne, c'est super propre. C'est énorme, hein. Clairement, il est arrivé il n'y a pas si longtemps, c'est clairement l'un des meilleurs pivots d'Euroleague. À mon sens, il aurait très bien pu rester en NBA, mais bon, j'imagine qu'il a décidé qu'il avait fait le tour. Donc vraiment, une très très bonne pioche. Et voilà, franchement, je vois pas Monaco atteindre ses objectifs sans Daniel Theis. On parle souvent dans cette émission de l'axe 1-5, on a parlé de l'axe 1-5 grec, Papagiannis, Calates, un petit peu moins bien en ce moment, mais cet axe 1-5
James Tice, il fait quand même bien saliver sur le papier. Oui, et pas que d'ailleurs sur le terrain, ça se voit aussi déjà. Oui, bien sûr, ils arrivent à bien se trouver, mais aussi, comme d'habitude, Lio Kobo, qui est très très bon sur les pick and roll à trouver les grands, et avec un joueur comme Daniel Tice qui a des mains en or et qui est capable de se rendre disponible, bah, c'est toujours du pain béni, quoi. Donc voilà. Pour rester dans l'analyse, vous qui êtes toujours un big man, j'allais dire qui étiez, mais qui êtes toujours un big man, quand il reçoit aussi le ballon sur les pick and roll, on voit que le premier pas est systématiquement vers le cercle. C'est ça aussi peut-être sa grande force, cette agressivité qu'il a par rapport aux autres. Oui, c'est ça, cette agressivité et sa capacité à avoir une bonne lecture même dans l'agressivité. Parce qu'on peut être agressif et foncer comme un taureau et faire des fautes offensives toute la journée, mais non, il est agressif, mais il arrive quand même à contrôler son corps, avoir la vision du terrain et trouver les bonnes passes au bon moment ou alors finir au panier. Daniel Tice, joueur primordial donc pour la fin de saison monégasque, qui, on l'espère, permettra à la Roca Team d'atteindre ses objectifs. Ali, merci infiniment d'avoir été avec nous comme chaque quinzaine, c'était un plaisir. Merci à vous. Reposez-vous bien, il y a des matchs importants qui vous attendent aussi en termes de commentaires. Et puis nous, vous le savez, la semaine prochaine, ce sera le football autour de Christophe Pacaud et on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission des Experts Basket.